Il y a des endroits qui ne sont pas sur la carte. Il y a des souvenirs qui ne peuvent être oubliés. Il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. Il y a des gens qui n'ont pas d'importance. Les lieux de personnes, les souvenirs de personnes, les problèmes de personnes. Il y a des histoires que vous n'entendrez nulle part, sauf sur Nichia Zemia, la terre de personnes, où les âmes de personnes ne vont. Vous regardez Nichia Zemia. Cette fois, nous retournons dans la région de Gradishte, dont nous avons parlé récemment, mais seulement pour pouvoir dissiper les rumeurs et les légendes de manière encore plus convaincante, à la recherche du chemin vers la vérité profonde. Malgré l'intérêt extraordinaire des scientifiques et des fouilleurs au fil des ans, ce n'est que maintenant, lorsque nous nous sommes rendus sur le site avec les équipements les plus modernes, que les archéologues ont découvert un élément à environ 18 mètres de profondeur. Ce que nous avons enregistré avec l'équipement est une anomalie à environ 18 mètres de profondeur. Il y a des couloirs qui sont assez réguliers. À 18 mètres, dans l'un de ces couloirs, nous avons heurté un objet. En fait, ça ressemble à une chambre funéraire pour moi. Prétendument, à partir d'une carte de Vanga qui a été apportée par un immortel, avez-vous vu une telle carte et qui vous y a dirigé? J'ai vu une copie de cette carte qui était très approximative, et lorsque je me demandais si elle était juste ou non, Krassi Stoyanova, la nièce de Vanga, la lui a apportée pour consultation, et le point qu'elle a indiqué en examinant la topographie de la région était celui où l'expédition était en train de travailler. Des décennies après avoir assisté à une histoire, vous êtes témoin de sa déformation. Où est la vérité? Parce que vous êtes la seule à avoir pu parler à Vanga et la première à avoir touché la mystérieuse carte. Où est-ce que tout commence? L'histoire est la suivante. En janvier 81, moi, ma mère et ma tante, Vanga, nous étions à Rupite. Elle est dans sa petite maison, nous avions la nôtre à côté de la sienne. Elle se repose, nous faisions quelque chose autour de la maison, quand un vieux monsieur arrive et reste un moment dans les parages. Il finit par se risquer à dire à ma mère qu'il venait de très loin et qu'il portait un morceau de papier qu'il voulait montrer à Vanga. Il voulait lui parler. Et ma mère s'est immédiatement dit que c'était un chercheur de trésors, parce que des gens comme ça venait avec leurs cartes pour qu'on leur dise où se trouve le trésor. D'autres encore venaient demander les numéros du loto, des choses comme ça. Vanga n'avait pas beaucoup d'estime pour ces gens-là. Elle pensait qu'on ne pouvait pas acquérir de l'argent sans travailler, comme ça, tout près, facile, sans rien faire. Généralement, elle les chassait. Elle parlait très rarement de telles personnes. Et elle, ma mère, lui a dit que Vanga n'accepterait guère, vous savez, une telle demande. Mais comme il est fatigué, qu'il vient de loin, alors ma mère décide de lui faire une faveur après tout. Et soudain, elle dit que sa fille, c'est-à-dire moi, j'ai un diplôme en philologie turque et que j'ai étudié les hiéroglyphes. J'ai étudié ce genre d'écriture, l'arabe, le vieux turc, et je peux peut-être lire cette carte. C'était une très grande surprise pour moi. J'ai vu sa feuille. C'était une feuille froissée. Oui, il y avait quelques hiéroglyphes ressemblant à une écriture arabe, mais entre les deux, il y avait d'autres signes. Par exemple, des losanges, des quadrilatères, quelques autres lignes, quelque chose qui m'était absolument inconnu. Mais même si je n'avais pas été une étudiante récemment diplômée, vous pouvez imaginer les connaissances qu'il aurait fallu avoir. Être capable de lire cette lettre et espérer, hop, de la déchiffrer comme ça d'un coup. Alors c'est une lettre, ce n'est pas une carte. Elles étaient ensemble. C'est-à-dire en bas, une dizaine de lignes, 7 ou 8 peut-être, la lettre. Et sur le dessus, la carte en question. La carte en question présentait des traits ondulés, imaginez deux collines en angle droit, comme ça, comme ça. Quelque chose comme ça ici, les arbres, il y a des arbres ici. Alors ici, il y a une sorte de bord, c'était une colline, quelque chose. Et ici, au milieu, il y a quelque chose de carré avec des pointillés.
D'ici à là, ça passe à travers. Est-ce que c'est une rivière, une route? Ça, je ne sais pas. Et donc, c'était comme ça. Oui, plus ou moins comme ça. Il y a d'autres routes et chemins. Il y a encore des arbres, encore des arbres. C'était donc une sorte de rocher, de montagne, quelque chose. La première association, c'est une forêt et une montagne, donc. C'est la première qui vient à l'esprit. Et ici, eau, route, et ça à l'intérieur, c'est quoi? Je sais pas. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, je ne sais pas. Il venait d'où? Je ne sais pas. Peut-être du nord de la Bulgarie, quelque part. Les gens disent que c'était un Turc. Non, ce n'était pas un Turc. Ce n'était pas un Turc, mais un Bulgare. Mais je ne sais pas d'où. Peut-être du nord de la Bulgarie, je ne me souviens pas. C'était il y a 37 ans. Mais en tout cas, il n'abandonnait pas cet homme. Il est resté debout. Il attendait et ma tante, elle, comme toute personne aveugle, avait une ouïe très développée. Et elle peut entendre de loin, et même quand on parle le plus silencieusement du monde. Nous nous asseyons sur le banc devant la maison, et nous parlons. Et là, à un moment, je l'entends crier « Aide-moi à m'habiller !» à mettre une sorte de veste, quelque chose à porter, il faisait frais. « Et tu l'appelles maintenant, ce type, qu'il vienne !» Elle a décidé de l'appeler quand même. Il est venu et il n'arrêtait pas de lui raconter comment quelqu'un lui avait donné cette carte, comment il l'avait payée, comment il avait donné beaucoup d'argent. Et elle lui cria « Eh bien mon vieux, tu as donné ton argent en vain, car il n'y a pas de trésor dans cette carte. En plus de cela, elle n'est pas vraie car elle a été copiée par de nombreuses personnes depuis de nombreuses années. Elle ne vous servira à rien. » Il est très déçu, mais elle lui dit « Quand avez-vous un train pour rentrer chez vous ?» Ce soir. On était loin du déjeuner. Va aux sources prendre un bain minéral pour ta santé, c'est agréable. Et que cette carte reste avec moi un moment. Moi, je suis là, j'attends, l'homme sort, et elle me crie « Va trouver un morceau de papier et recopie cette carte !» D'abord, je n'ai pas de papier. Ensuite, il ne me semble pas très juste, n'est-ce pas? Il ne me l'a pas donné. Comment se fait-il que je vais la recopier? Comment puis-je le faire? Elle m'a crié « Non, 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 recopie la carte parce que, elle a dit, c'est un chasseur de trésors et les chasseurs de trésors sont méfiants, suspicieux. Cette carte ne lui servira à rien. Et elle ne te servira pas non plus, mais tu la recopies parce que c'est important. Nous parlons de quelque chose de grande valeur pour l'avenir. » Je ne l'ai pas du tout comprise, de quoi elle parlait, où trouver du papier. Mais j'ai trouvé une boîte de bonbons. Vous savez qu'il y a du papier de riz autour des bonbons. Alors j'ai écrit là-dessus. Davey, vas-y, qu'elle me dit. Je pense que je l'ai recopié presque exactement, parce que j'ai une expérience avec l'écriture hiéroglyphique et arabe, après tout. Et il y avait des hiéroglyphes autour de ce qui était dessiné. Alors, les hiéroglyphes commencent à partir de ce dessin vers le bas. De ce dessin. En une dizaine de lignes. Des écritures étranges. Par contre, je ne peux pas les reproduire. Voilà où est le travail. Après ça, je ne sais plus. L'homme est venu. Elle lui a donné la carte pour qu'il poursuive son chemin. J'ai rangé la mienne dans un sac et je l'ai oubliée au bout de même pas une heure, parce que c'était pour moi un non-sens total. Et à un moment de l'après-midi, nous étions à nouveau seuls avec Vanga, et elle me dit « Tu as vu cette carte ?» Je l'ai vue, je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'absurdité fantaisiste. » Et elle reste comme ça. À un moment donné, elle est devenue très sérieuse. Alors que nous parlions, et elle a lancé « Oui, mais ce ne sont pas des bêtises. Nous parlons ici de vieux écrits de grande valeur. » Et j'ai été surprise, n'est-ce pas? Elle a parlé très sérieusement. À chaque fois qu'elle avait de grandes, choses à communiquer, des prophéties, elle parlait de manière un peu pompeuse. C'était très intéressant. Forte, sérieuse, lente, distincte. Cela n'avait rien à voir avec sa diction habituelle. Nous disons aujourd'hui, ce pays qui va déclarer la guerre à la Grande Russie va encore perdre. Ça a commencé avec cette voix
avec cette voix chantante. Soit elle le lit de quelque part, soit quelqu'un lui suggère. Elle me dit, il s'agit de quelque chose d'important, qui a une grande valeur. Cette carte a été transcrite par de nombreuses personnes, de nombreuses années, voire plusieurs générations. Mais cette carte ne parle pas de trésor, elle parle d'un écrit, jamais lu auparavant, qui est inscrit à l'intérieur d'un sarcophage de pierre. Même s'ils trouvent un jour le sarcophage, ils ne pourront pas déchiffrer l'écriture car elle est très ancienne. Et avec ces figures, dit-elle, l'histoire du monde s'écrit. 2000 ans avant notre époque. Elle voulait dire avant le Christ, ça c'est notre époque. Et 2000 ans après. Vous voyez même quelle date tout ça. Elle a été posée par des gens qui sont venus d'Égypte par la voie de l'eau. Il y avait des chameaux, beaucoup d'esclaves, beaucoup de soldats, leurs chefs de guerre. Dans l'obscurité et le silence les plus complets, ce sarcophage a été posé profondément. Le sommet a été recouvert de beaucoup de terre. Tous sont tués, transpercés. Le sang a coulé d'après elle, beaucoup, en ruisseaux. Ainsi est cimentée la terre pour garder le secret. J'ai été choqué par ce que j'ai entendu. Je vois quelques traits, mais un tel message, je lui demande, c'est ce qui est écrit ici? Non, ce n'est pas écrit ici, mais c'est important de parler de cette écriture. C'est-à-dire que ce morceau de papier était une occasion de parler de ce qu'elle voulait me dire. Ok, et maintenant quoi? Je suis parti, je ne pouvais pas y croire. Ça dépasse même les plus grands fantasmes. Qu'est-ce que c'est que cette écriture? Cachée dans les terres bulgares et puis un sarcophage. Elle précise que c'est caché dans nos terres, dans un cercueil de pierre, où a été écrit l'histoire du monde. C'est juste incroyable. Et je pars. Cependant, en revenant ici à Sofia, c'est devenu très intéressant pour moi, cette lettre. Je suis allé à la Bibliothèque nationale, à l'université, à l'Académie des sciences bulgares, partout où il y a des orientalistes, des omanistes, n'est-ce pas, pour examiner cette carte. Et les personnes que je connais, ceux que j'ai rencontrés à ce moment, ils m'ont tous dit que c'était une absurdité totale, que ça ne voulait rien dire et que ça ne se lisait pas. Et moi, à ce moment-là, je suis parti en titubant et en me disant « Bon, assez de ces bêtises !» Et c'était tout. Puis, à un moment donné, en mars, sans doute, je vais à Roupité, à nouveau pour lui rendre visite, et à nouveau, à un moment donné, nous nous retrouvons toutes seules, toutes les deux. Et soudain, sans aucun rapport avec ce dont nous avions parlé auparavant avec les proches sur place, elle me demande « Alors, vous avez lu la carte ?» Et je lui dis « Non, ce n'est pas le cas, nous n'avons rien lu. » Et elle me répond « Oui, vous ne pouvez pas la lire parce qu'elle n'est pas pour vous, ni pour quiconque. » Et un peu de temps passe, elle marmonne quelque chose ou autre, et soudain, sans aucun rapport avec ce que nous parlions avant, elle commence à me décrire une zone. Elle marche le long d'une route, elle grimpe sur une montagne, elle marche parmi les arbres. Et moi je me demande qu'est-ce que c'est que cette chose? Elle va dans une clairière, elle voit qu'il y a des fleurs, de la chaleur, des moucherons, des papillons, des fleurs sauvages, une route, et puis une falaise qui descend de là, et puis des trous dans la falaise. Un truc pareil, à moi ça ne me dit rien. Je me tais et j'écoute. Elle fait une description très détaillée. J'avais l'impression qu'elle y était et qu'elle décrivait ce qu'elle voyait avec tant de détails. Des herbes, des cailloux, des montagnes, des rochers, tout ça en détail. Et je suis assis comme ça et je dis « Ok, pourquoi tu me dis ça? Où est-ce que c'est ça ?» Et elle me dit « Il y a une petite montagne qui part de la mer Noire. Là-haut, il y a une frontière. Une frontière, elle ne dit pas la Turquie, mais une frontière. Et voilà, c'est tout. » Elle ne me dit pas « Allez là-bas !» Elle ne dit rien du tout. Tout d'un coup, ça commence, tout d'un coup, ça s'arrête. Point.
Et là, ça commence à devenir sérieusement intéressant. En revenant à Sofia, je connaissais Krastio Mutavtchev, parce que je travaillais au comité de la culture. Et lui, avec son patrimoine culturel, il y venait souvent. Je lui parle de cette histoire, parce qu'il était à la tête du patrimoine culturel. Et puis c'est là qu'est la place de raconter ça, dans le patrimoine culturel. Et je lui dis toutes ces choses, je lui montre la carte. Il est très excité et dit « Eh bien, allons-y ». Mais avant cela, n'oubliez pas, après cette histoire, Vanga me dit « Si vous y allez, donc elle ouvre quand même sa petite porte, il faut que ce soit le 5 mai. » Et je lui demande pourquoi le 5 mai. À cause des corps célestes, il faut regarder les premiers rayons du soleil et de la lune. Et pas un mot de plus. Je lui dis ça à Krastio et il est pris d'une terrible excitation. Ça marche comme ça sur tout le monde. Et on finit par faire une expédition. On organise tout, on y va. Nous sommes donc mis en route. Et le 4 mai, nous étions là jusqu'à ce que nous trouvions cet endroit. En avant, en arrière, le long de quelques arbustes, quelques creux, quelques hauteurs, quelques rochers. Moi, je suis pas très porté sur la montagne, alors ça m'a fatigué et mis en colère. Plusieurs fois, je leur ai suggéré de retourner à Malko Tarnovo. Comment trouver une si petite chose dans les montagnes ? Par ici, par là, eux, ils sont plus têtus. Non, non, attendez. Et quelque part, après peut-être 7 ou 8 heures, on a trouvé. La description était absolument exacte. Dans une clairière avec des fleurs. La clairière, le rocher, la hauteur, un grand arbre, tout correspondait parfaitement. Nous avons résolu que c'était ici, donc. Nous sommes descendus pour regarder en bas, pour voir. On a vu un gros rocher. On a remarqué 3 cercles solaires, comme ça, disposés comme un triangle, tout en haut. Qui sait par qui ou quand ils ont été placés, car il y avait de la mousse autour d'eux, quelque chose de verdâtre, manifestement vieux, ancien, taillé. Tout d'un coup, alors qu'il faisait super clair, ensoleillé et très agréable, en un rien de temps, les nuages sont apparus. Il s'est mis à pleuvoir si fort, incroyable, terrible. Ça nous a soufflé. La tente, tout était mouillé, on ne pouvait rien faire. Il a plu pendant 2 ou 3 heures et tout était trempé. Nous tenions sous cet arbre et nous étions mouillés jusqu'aux os. Que faire ? On est le 4 mai au soir, humide, sombre, horrible. Partout très sombre. Pas de lumière, pas de ville, rien. Des animaux sauvages doivent se promener à la frontière. Nous sommes trempés de part en part. On ne peut même pas allumer un feu parce que les arbres sont mouillés. Nous avons décidé de ne pas retourner à l'hôtel à Malko Tarnovo. Nous allons attendre ici qu'il fasse nuit, pour regarder devant nous et peut-être voir le soleil et la lune, comme Vaga nous l'a dit. À un moment, je me suis assoupi. Pas étonnant, nous avions voyagé si longtemps. Lorsque je me réveille, à un moment, je constate que le soleil est revenu et que le ciel est parfaitement dégagé. Stranja est célèbre pour ses anomalies climatiques. En un jour, on peut passer par les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver. Cela peut se produire en un jour. Le ciel est clair et parfaitement dégagé maintenant. Et nous sommes là, nous descendons dans la clairière, et je ne sais pas pourquoi nous nous arrêtons à la falaise. Personne ne nous a dit de rester là, devant ce rocher. C'était un peu instinctif, parce que c'est un endroit plat et qu'on est debout sur ce rocher. Rien ne se passe pendant un moment, mais là d'un coup, nous voyons un rayon de soleil percer depuis le haut. Vraiment incroyable. Le soleil ne reste pas là à nous faire bronzer, il commence à jouer sur ces cercles solaires, de gauche à droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça. Dans l'ordre. Absolument, dans l'ordre. De gauche à droite, de bas en haut. Et ça, on le voit tous. Ça dure pendant un temps assez long, plus de 10 minutes. C'est sûr. Et puis, tout d'un coup, le soleil disparaît et voilà, c'est fini. Nous étions tous très impressionnés, car cette géométrie et cette régularité ne sont pas très typiques d'un phénomène naturel.
Nous avions justement discuté toute la journée de ces cercles. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est là? Comment ça a été fait? Nous sommes restés près du feu jusqu'à ce qu'il fasse un peu sombre. Et nous sommes revenus après le repas. Maintenant, nous allons voir ce qui arrive avec la lune. Même chose après le repas. Pluie, nuages, déluge, tout est mouillé, tout est soufflé, c'est mouillé partout. Horrible. Du coup, bonjour la lune. On ne peut rien voir à quelques centimètres, alors quelle lune on va bien pouvoir voir? Vers 9h, il devait être 21h à ce moment-là, ou juste un peu avant, tout à coup, on regarde. Les nuages dérivent, le ciel se dégage, on est de retour sur la falaise. Nous montons là-haut, et miraculeusement, tout comme le rayon de soleil, la lune apparaît. De la même manière, il y a eu un jeu sur ces cercles solaires. De la même façon. Encore une fois, comme ça, pendant un certain moment. Une chose absolument remarquable. On l'a vu tous les 5. C'était éclairé, et puis encore fini. Le rayon est parti. La roche s'éteint. C'est devenu sombre, comme partout. Et donc, nous allons à la tente, on va rentrer, c'est bon, on a vu l'endroit, on a vu les rayons. On est sur le point de partir et tout d'un coup, je ne sais pas comment, ce rocher est devenu gris clair, de l'intérieur. Dans cette obscurité, imaginez d'où provient la lumière de cette pierre. Il n'y a pas de source de lumière pour l'éclairer. Elle s'éclaire d'elle-même. Et alors qu'elle devenait plus lumineuse, 2 figures sont soudainement apparues, énormes, de haut en bas en blanc. Mais tout ça tellement tridimensionnel, tellement avec des visages en détail, avec les visages, tous les vêtements, les visages, que vous ne pouvez pas imaginer que quelque chose nous apparaisse comme ça. Une silhouette d'ombre. Non, très clair, très distinctement. Il y avait 2 personnages, l'un à gauche, qui reste debout et droit, un homme âgé, avec les cheveux longs jusqu'en bas. Était-ce des cheveux? C'est comme ça que je l'ai vu à l'époque, peut-être que je me trompe. Ça aurait pu être une sorte de foulard égyptien. Non, c'était des cheveux, je pense. Comme ça, ondulés même. Donc, avec une bonne mine, très âgée, une robe blanche jusqu'en bas, la robe, pas un autre vêtement, et jusqu'aux orteils. Et avec la main gauche, donc, qui touche sa cuisse, mais avec la droite, qui pointe quelque chose vers nous. J'étais juste en face de lui, devant cette figure, ce qui me semblait être un cercle, une boule. Qu'en sais-je? Je n'ai pas fait d'association à l'époque parce que c'était tellement impossible et incroyable. Ce que nous voyions à ce moment-là, pour nous, on était abasourdis. Nos yeux voient quelque chose que le cerveau refuse d'accepter. Ce n'est tout simplement pas possible. Et nous sommes à moins de 2 mètres de cette falaise. On se regarde les yeux dans les yeux. L'autre figure, plus à droite, et tout en haut, elle est assise. Pas sur un trône, mais une chaise plutôt, ou une sorte de trône délicat, dirons-nous. Jeune, ses mains sont posées sur ses cuisses, avec une couronne conique, comme une couronne cône. C'est comme ça que ça me semblait, ou peut-être que je ne sais pas. Je dis ce que j'ai vu et ce qui se rapproche pour moi. Ainsi, avec un plastron royal, avec un tablier, une jupe, ses jambes comme ça, côte à côte. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas d'insignes royaux, et les bras croisés comme ça, comme on sait que les pharaons sont d'habitude. Il n'y avait pas de tels insignes, c'était juste les mains sur les cuisses. Maintenant, ils étaient tous les 2 avec des visages stricts, mais calmes, sympathiques, qui n'inspirent pas la crainte ou la peur. Non, juste comme ça. L'un debout, l'autre assis. Le jeune assis et le vieux debout. Et c'était comme ça pendant un moment. Et soudain, le rocher a disparu. Et tout s'est caché. Il n'y avait rien de plus. On les a donc regardés pendant environ 20 minutes. C'est ce que j'estime après coup. Cela a duré environ 20 minutes.
20 minutes suffisamment, oui, mais si quelqu'un m'avait demandé combien de temps cela faisait à ce moment-là, je n'étais pas moi-même. Nous étions dans d'autres dimensions. Nous n'étions pas là. Vous regardez quelque chose que vous savez ne pas être possible. C'est la première fois que vous parlez de cette chose à la télévision. Oui, oui, oui. La question logique est la suivante. En tant que nièce de Vanga, n'êtes-vous pas préparée et habituée au miracle? Eh bien, tout d'abord, oui, je devrais être mieux préparée, parce que j'ai vécu avec Vanga et j'ai entendu et vu des choses que Vanga a dit qui sont normalement illogiques. D'un côté, oui, mais d'un autre côté, je n'ai pas développé beaucoup d'imagination, parce que je croyais et continue de croire ce qu'elle me disait. Peu importe qu'elle soit morte depuis longtemps, je sais qu'elle ne m'aurait pas envoyé là où quelque chose m'aurait fait peur. Si on associe ce lieu à quelque chose d'effrayant et de funeste qui apporte la mort, pensez-vous que Vanga vous aurait prévenu? Oui, tout d'abord, elle ne m'aurait pas envoyé là-bas. Inenvisageable. Si c'est quelque chose de sinistre, ce n'est pas bon pour le peuple, ce n'est pas bon pour la Bulgarie. Parce que elle était une grande patriote. Alors, juste pour aller effrayer les gens, pour mourir de peur, non, inenvisageable. Alors, comme je me sentais si ahuri, parce que je ne m'y attendais pas, elle ne m'a pas prévenu que nous allions voir des figures. C'est pour ça qu'elle ne me l'a pas dit d'ailleurs, pour que je ne sois pas préparé à voir l'original, pour que ça me marque et que je m'en souvienne. Oui, oui, ça c'est très important. Je l'ai vu sur place, je l'ai découvert sur place avec les autres. Qu'est-ce que les autres ont partagé? Qu'ont-ils dit à ce moment-là? Krasimira, qu'ont-ils vu? Non, non, ce n'était pas comme ça. Ils ont vu la même chose. Oui, après la sortie de la falaise, nous avons couru, malgré tous les buissons et les arbres. Nous avons monté la pente. Nous chargeons nos affaires, la tente, là, tout le matériel, en courant, sur la Jeep, et droit vers Malko Tarnovo. Personne ne parle, personne ne dit rien. Nous ne sommes pas encore nous-mêmes. On n'a pas encore repris nos esprits. Et ce n'est que lorsque nous sommes descendus à l'hôtel que nous avons pu nous secouer et parler. Un miracle incroyable que d'autres ont dit avoir vécu. Ils m'ont assuré que eux aussi avaient vu ces figures comme moi. Comment l'appeler? Je ne sais pas. Un hologramme ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas comment ça s'appelle ni comment ça apparaît. Des figures. Je ne sais rien du tout. Plus sur les seules lumières révélées et les ombres du doute qui planent sur le prétendu lieu sacré et la mémoire sacrée de la prophétesse dans quelques minutes sur Nichia Zemia. Vous regardez Nichia Zemia et Krasimira Stoyanova, la seule à pouvoir raconter de première main les indications de Vanga concernant la mystérieuse Stranja et ce qui s'y cache. L'endroit extrêmement intéressant, l'apparition de silhouettes et la prédiction d'un sarcophage caché ont un effet magnétique sur la nièce de la prophétesse. Et elle, avec une petite équipe, y retourne pour chercher. Nous sommes en 1981. Alors ensuite, nous sommes revenus. Moi, je suis allé voir ma tante, je lui ai parlé de cette vision. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas fait de commentaires, mais d'une certaine manière, elle savait. Ce n'est pas une surprise pour elle. Il se peut que je sois allé lui raconter à nouveau ce que nous faisions. Mais elle n'a rien dit de plus et a globalement perdu tout intérêt. Nous avons décidé que nous allions faire une autre expédition, plus sérieuse. Entre-temps, nous continuons à regarder cette carte, mais sans résultat, car nous ne savons toujours pas ce qu'elle contient. Nous allions donc uniquement là où Vanga nous avait indiqué, en fait, sans se fier à la carte, mais à ses indications sur le lieu. Oui, nous n'avons rien pu lire. Elle dit, et on suit ce qu'elle a dit. C'était ça, notre expédition. Elle a dit qu'on ne peut pas comprendre ce qui est écrit, mais a-t-elle donné d'autres instructions? Aller, creuser, chercher? Non.
Vous ne pouvez pas le trouver, vous ne pouvez pas le lire, son temps n'est pas encore venu. Et pourtant, malgré ça, avec beaucoup d'intérêt, malgré ça, nous avons continué. On ne pouvait pas ne pas continuer. N'importe qui reviendrait après avoir vu quelque chose comme ça. Nous sommes revenus. Maintenant, il y avait une meilleure organisation là-bas. Nous avions la coopération des autorités frontalières tout autour. Comment avez-vous obtenu leur coopération ? On dit que Lyudmila Zhivkova a désigné les personnes qui devaient participer à cette expédition. Je ne sais pas si j'ai entendu une telle chose, moi. Elle n'est pas venue sur place ? Non. S'il y avait une telle chose, c'était dans le cadre de conversations discrètes. Personne ne m'a dit, par exemple, Moutafchiev a vu Lyudmila et c'est elle qui a désigné des personnes. Je n'ai rien entendu de tel. Comment cette équipe a-t-elle été formée ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. En fait, je m'en fichais. Moi, je voulais trouver ce que Vanga a dit et peu importe qui était avec moi. Quoi qu'il en soit, nous y retournons une deuxième fois et nous décidons maintenant que là, devant ces deux cavernes, cet endroit où il n'y a pas d'herbe et c'est un peu caoutchouteux comme ça, c'est là que nous allons commencer à creuser. On a commencé à creuser, mais c'était très primitif. Il n'y avait aucune machine, de gros engins d'aucune sorte. Il y avait des pelles et des pioches, puis une sorte de treuil, le genre de machine avec laquelle on creuse dans les mines. Est-ce qu'ils ont creusé vers le bas, en termes de profondeur ? Vers le bas, oui, vers le bas. Oui, nous avons élargi cet endroit aussi loin qu'il était possible, jusqu'à l'arbre, et ensuite nous avons creusé avec des machines de la mine. Nous avons continué. On a fait une grande tranchée de 2, peut-être 3 mètres. Et après, nous retournons encore à Sofia. Et puis, allez, encore, nous refaisons une autre expédition. Mais au moment où nous sommes sur le point de partir en juillet, nous entendons soudain à la radio que Lyudmila Zhivkova est morte. Fin de notre expédition. Ainsi l'a décidé Moutafchiev. Est-ce qu'elle connaissait notre affaire ? Je n'ai pas entendu, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Si elle était au courant, si elle ne l'était pas, s'ils ont juste utilisé son nom et fait des choses derrière son dos, je ne peux pas dire, je n'ai pas vu, je ne sais pas. Mais il est dit que le motif pour mettre fin à cette expédition est sa mort. Oui, la mort de Lyudmila Zhivkova. Eh bien, moi, je pense qu'il avait raison à l'époque, car nous n'avions pas beaucoup de soutien, parce que ce groupe était un peu caché. Ni les tracologues, ni les historiens ne le savaient. Que faisions-nous réellement ? Que faisions-nous là-bas ? Pourquoi allions-nous là-bas ? D'une certaine manière, c'était fermé. C'est pour ça que l'on qualifie l'expédition de secrète. Exact. Quand la camarade Zhivkova est morte, nous avons fini par ne plus avoir de soutien de personne. Elle était notre soutien, enfin selon Moutafchiev, je le répète. Mais le travail doit continuer. Nous sommes arrivés à un point et il nous faut aller plus bas. Que faire ? Je suggère à Krastyu Moutafchiev, parce qu'il me revient à l'esprit que le ministre des Ressources minérales, Stamen Stamenov, un ami de longue date de notre famille, pourrait nous aider. Il accepte et je demande un rendez-vous avec lui. Je lui explique ce dont nous avons besoin. J'explique que nous suivons les traces de ce que Vanga a dit, que nous avons estimé que c'était très important, puisqu'elle a dit qu'il s'agissait d'un site archéologique très spécial, et que nous cherchons de l'aide. Il a accepté. Après un jour ou deux, il m'a appelé. Il a même accepté de m'accompagner sur le site pour le voir. Personne ne le sait. Nous deux, un jour, dans un avion, Sofia-Burgas, juste nous deux. Il n'y avait personne dans l'avion. Quel était cet avion ? Je ne sais pas. Nous sommes arrivés à Burgas. Puis, il avait rassemblé tous les actifs présents qui étaient impliqués dans les mines, l'exploitation minière, toutes sortes de spécialistes, où il leur a dit qu'il y avait une expédition de plusieurs personnes à la recherche de minéraux. Il n'a pas dit ce que nous cherchions là-bas. Il dit que nous cherchons du rhodium, des minéraux et ce genre de choses. Et on a besoin d'aide et on leur demande de nous aider de toutes les manières possibles. Et les gens ont dit d'accord. Alors, nous avons pris une Jeep à partir de là et à travers les bayous directement sur le site de l'endroit. Donc, il l'a vu. Il n'a pas été impressionné par quoi que ce soit. Après tout, il n'y avait pas de quoi être vraiment impressionné.
Donc il n'a pas été impressionné, mais il a vu, pour avoir une idée de ce dont il s'agit. Il a vu ce que nous avons déterré et nous sommes revenus. 20 jours après, nous sommes prêts et c'est reparti. Nous avons toute la manutention maintenant. Et le matin à 7h30, je n'oublierai jamais, je l'appelle et lui dis « Stamen, on y va, on part ». Et il me dit « Bonne route, et si vous avez des problèmes, appelez-moi ». C'est ainsi que nous nous sommes séparés. Nous, on part très enthousiasmés. On arrive à Malko Tarnovo. Et le maire vient, Bay Ilya, je crois que c'était son nom, je me souviens plus très bien. Il vient vers nous et nous dit « Eh bien, vous avez entendu les nouvelles ?» Je réponds « Quelles nouvelles? On n'est même pas encore sorti de la voiture. Le docteur Stamenov est mort. » « Comment est-il mort? Je lui ai parlé à 7h30 du matin. Il est mort subitement. » Dans une telle situation, c'est deux coïncidences. Ludmila Živkova et ensuite Stamenov. Oui, 20 jours après Ludmila Živkova. Nous réalisons que c'est la fin de notre expédition. Et nous sommes retournés bredouilles à Sofia. Nous n'avions pas lu la carte, nous n'avions pas trouvé de trésor, nous n'avions rien trouvé. L'expédition s'est donc terminée sans succès. Cherchez-vous un lien avec ce qu'a dit Vanga? Le moment n'était pas venu et cette expédition a échoué. Oui, je le cherche. Je pense que l'explication est la suivante. Elle voulait que ce soit vu. C'est pourquoi elle m'a envoyé recopier la carte, aller voir et décrire correctement. En fait, c'est ça mon rôle et ma fonction ici. Je n'en ai pas d'autre. Et puis les autres, je ne pouvais pas y aller seul. Comment aller seul là-bas près de la frontière avec la Turquie? Il fallait donc que ce soit avec une équipe. Et c'est pourquoi Moutavtchev a répondu. Une équipe a été constituée là-bas. Les autres, l'aide soi-disant en secret, comment c'était secret, je ne sais pas. Quel motif réel ils avaient, je ne sais pas non plus. Mais nous y sommes allés, nous étions là. Nous avons vu quelque chose qui n'a jamais été vu et jamais plus vu. Nous l'avons vu et je l'ai écrit et enregistré. Et voilà ce qu'il en reste. La carte l'a donc poussé à raconter cette histoire qui lui a été donnée. Oui, je pense que cette carte n'était qu'une sorte d'excuse pour parler de cet endroit et pour me provoquer, afin que j'aille à droite à gauche sans être du tout consciente de ce que je faisais. Rencontrer Moutavtchev, aller lui parler de cette affaire et l'enthousiasmer pour organiser et faire cette expédition. C'est ça la vérité sur la carte. Elle nous a servi à rien. À partir de là, je pense qu'il est temps que la science entre en jeu, que les égyptologues entrent en jeu, que les trachologues et que les spécialistes des mines entrent en jeu. Vanga dit 2000 ans après Jésus-Christ. Oui. Vous étiez là-bas en 81. Oui. Pensez-vous qu'est venu le moment de trouver ce qu'il y a en dessous? À partir du moment qu'une fois que des gens comme ça, des spécialistes, ont commencé à faire des choses, avec un géoradar, ils peuvent voir. Oui, et ils estiment avoir vu quelque chose. Ça pourrait bien être cette fois la bonne. Je ne sais pas. Maintenant, sachez que je n'ai aucun doute sur le fait que tout ça sera découvert. Parce que Vanga m'a dit, même si le sarcophage est découvert, même s'il est découvert, elle ne me dit pas, vous le trouverez là. Les détails sont importants. Mais même s'il est découvert, d'une certaine manière par d'autres personnes, ils ne pourront pas lire le texte parce qu'il est très ancien. Le décrit-elle comme un sarcophage en granit? Oui, un cercueil en granit. Un cercueil. Exact. Elle n'a pas parlé d'une princesse, d'une déesse, de Bastet. D'où est-ce que ça vient, ça? Je ne sais pas d'où ça vient, ça. C'est complètement absurde. C'est une bêtise. Et la femme chat, en même temps, il y avait une certaine vénération en Égypte. Mais quelle femme chat? Je ne sais pas
Et qui a inventé cette idée de déesse? Mais Vanga n'a jamais parlé de déesse. Et encore moins d'une déesse tenant un bâton de matière extraterrestre par-dessus tout. Il n'y a tout simplement pas de logique. Non mais l'Égypte, où toute la vie des Égyptiens se passe dans une forte croyance aux dieux, dans des rituels et des mystères continus, comment celui qui a inventé ça a-t-il pu imaginer que les Égyptiens sortent des déesses de leur terre sacrée? C'est tout simplement hors de question. Qui est cette déesse Bastet? Elle est la patronne de la fertilité. De la fertilité, la joie, la gaieté, la danse et les femmes enceintes. C'est tellement ridicule. Non mais, je ne peux pas le croire qu'une personne normale puisse dire une telle chose. Je n'ai pas les mots. Tu vas là-bas et vas-y, des statuettes, des pommes en offrande, des ornements. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? En plus de ça, on ne peut pas enterrer une déesse par-dessus tout, voyons. Son culte à Bastet est dans la ville de Boubastis, où l'on sacrifiait des chats, où il y avait des mystères, des fêtes en son honneur, où l'on priait pour des enfants, pour la fertilité, ce genre de choses. Je ne trouve absolument aucun rapport, aucune logique. Et puis alors en plus une déesse. Non mais vous pouvez faire pour une déesse un sanctuaire, vous pouvez la vénérer. Mais que va y faire une telle déesse dans les galeries minières? Que va-t-elle y faire, voyons? N'est-ce pas une version racontée à l'époque où vous avez commencé à creuser par Krastio Moutavtchev lui-même? Non. Quelle était sa version qu'il a ensuite racontée? Non, il n'y en avait pas. Non. Je n'ai rien entendu de tel. Cette déesse, je l'ai compris quand son livre est sorti, il inventait des cartes fictives. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire. C'est un rébut. Quand son livre est sorti, c'était une moquerie totale pour moi. Ces petites collines dessinées sur la carte comme ça, avec une sorte d'angle droit. D'où viennent ces rébus dans ces livres? Je vais vous le dire. Ce dont je me souviens, que faisait-il à Sofia? À Sofia, déjà, il le faisait avant notre départ. Il pliait une colline en deux. La colline de la carte, votre carte, qu'il avait et qu'il a transcrit à partir de ma carte, qui en fait, est-ce que c'était une carte du tout, je ne sais pas. Il le plie en deux, en miroir, il y a un papier carbone en dessous, il copie cette partie, il l'ouvre et pouf, un vaisseau spatial. C'est un non-sens total. Il plie la feuille en deux, comme ça. Il y a du papier carbone en dessous. Et hop, quand il copie cette ligne, elle se reflète comme des ailes, comme des nageoires, comme un vaisseau spatial qui se déploie. C'est un rébut. Voilà, c'est ça son affaire. Il avait sa propre version personnelle. Selon lui, l'objet, un repère dans le ciel, par des étoiles, par des plans. Bon, soit. Mais je ne comprends pas pourquoi il lie Vanga à sa version. Car Vanga ne nous a jamais rien dit de tel. Rien de tel. Seulement ce que je vous ai dit, c'est ça qu'elle a dit. Mais bon Dieu, quel rébut, quelle déesse, quel miracle! Est-ce que concrètement c'est pour un lien avec l'expédition dans cette région qu'il a été arrêté? Ou est-ce la version officielle pour l'absence de fonds dans la caisse pour laquelle il travaillait? Je ne sais pas. C'était totalement inattendu pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit arrêté. J'ai été tellement choqué par toute cette histoire qu'il a été arrêté pour malversation, comme on le disait. J'ai pris ça comme une sorte de trahison par rapport à la prophétie de Vanga, par rapport à l'idée de chercher une sorte de fouille archéologique là-bas. J'étais tellement en colère que toute cette carte, toutes les notes que j'avais gardées pendant tout ce temps, sur la terrasse dans l'appartement, j'y ai mis le feu et je les ai brûlées. Tout. Pourquoi? Je ne sais pas. L'émotion que j'avais à ce moment, je me suis senti trahi en quelque sorte.
La carte, qui est toujours recherchée aujourd'hui, comme il s'avère, a été brûlée, mais avec elle n'a ni commencé, ni été mis fin aux espoirs de découverte. Le temps viendra, les bonnes personnes seront trouvées, le bon équipement sera trouvé, la bonne équipe sera trouvée. Nous verrons ce sarcophage. Avec un peu de chance, ce sera de notre vivant. Tout ça, c'est... Bon Dieu, je ne peux pas l'imaginer. C'est grandiose. Trouver des écrits datant de milliers d'années qui racontent l'histoire du monde avant et après le Christ, c'est tout simplement incroyable. Ce récit, partagé pour la première fois devant une caméra, est une pièce du puzzle. Mais la vraie pièce, c'est celle qui aidera la science à s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas seulement une légende, un culte, une superstition issue du désespoir ou de la peur. C'est quelque chose, comme l'a dit Vanga, que la connaissance, d'il y a des années, d'aujourd'hui et dans des millénaires, la connaissance qui reste. Car celui qui ne sait pas, craint, invente et erre dans l'entendu et l'inouï. Celui qui sait peut faire en sorte que le miracle se produise. C'est pourquoi nous attendons la suite. Les révélations sont à venir.